Comme vous l'avez sans doute remarqué, la tendance générale depuis le début de ce MOOC est de s'éloigner de plus en plus de notre environnement proche, le système solaire, la Voie lactée, etc., pour explorer l'univers à grand décalage spectral, à grand redshift. Le redshift, noté Z, petit z, est le décalage spectral vers le rouge du spectre électromagnétique que subissent les galaxies à grande distance. Un phénomène similaire est observé, ou plutôt entendu, lorsqu'une source sonore passe à côté de nous et s'éloigne. Je vais essayer de vous refaire le bruit. J'espère que c'est assez ressemblant. Pour le son, cet effet est nommé l'effet Doppler, d'après le mathématicien autrichien Christian Andreas Doppler, qui découvrit que la fréquence d'un son change lorsque la source de ce son est en mouvement relatif par rapport à un observateur. Nous allons commencer par visualiser une petite vidéo extraite de Ask an Astronomer par Tom Jarrett. Vous pouvez la retrouver en entier à partir du lien ci-dessous. Voici un avion. Un avion fait du bruit. Il émet une onde sonore. Si l'avion est immobile comme ici, l'onde va se propager dans l'air de la même manière dans toutes les directions. Lorsque l'avion se déplace, la longueur d'onde ou la fréquence d'une onde est modifiée. La distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. Si l'avion se rapproche de nous, la durée entre deux pics de l'onde est plus courte, comme nous le voyons ici. Les longueurs d'onde apparaissent plus courtes, c'est-à-dire plus aiguës pour le son ou plus bleues pour la lumière. Au contraire, lorsque l'émetteur s'éloigne de nous, la durée entre deux pics de l'onde est plus longue, c'est-à-dire plus grave pour le son ou plus rouge pour la lumière. C'est la variation de tonalité que nous allons entendre. Voilà. La longueur d'onde est la période ou la distance entre deux maxima de l'onde. Nous avons ici une onde avec deux pics, et wavelength en anglais veut dire longueur d'onde. Si l'onde se dilate, la longueur d'onde devient plus rouge. Pour les galaxies, ou la soucoupe volante, les ondes sont plus bleues, blue shift ou décalage vers le bleu, lorsque elles se rapprochent de nous, et plus rouges, redshift ou décalage vers le rouge, lorsque la soucoupe volante repart emportant la vache Marguerite. On peut distinguer plusieurs sortes de redshift. Le redshift Doppler, qui est dû au mouvement d'objets les uns par rapport aux autres. Le redshift cosmologique, qui est causé par l'expansion de l'univers transportant les objets avec lui. Et le redshift gravitationnel, dont l'origine est un champ gravitationnel. Dans ce diagramme, nous avons le temps depuis aujourd'hui en milliards d'années, sur l'axe des Y, vertical, et le redshift, petit z, sur l'axe horizontal, l'axe des X. À gauche, z égale 0, c'est maintenant. À droite, z égale 20, c'est très proche du Big Bang. Et nous allons voir quelle est l'influence de la constante cosmologique A0 sur le lien entre ce temps et le redshift. Nous avons ici trois hypothèses. En rouge, H0 égale 100. 100 km par seconde par mégaparsec. C'est l'accélération. L'âge de l'univers estimé est de 18,6 milliards d'années. En vert, H0 égale 67. C'est proche de ce que nous pensons être la constante cosmologique. Et l'âge de l'univers est de l'ordre de 13,9 milliards d'années. En bleu, H0 égale 50. L'âge de l'univers est maintenant de l'ordre de 9,3 milliards d'années. Donc nous voyons effectivement que la valeur de la constante H0 a un très fort impact sur l'âge de l'univers. Entre 1922 et 1925, Edwin Hubble prouve que l'univers est en expansion. Grâce à un nouveau télescope de 2,50 m, il constate que la nébuleuse d'Andromède n'appartient pas à notre galaxie, par la méthode des céphéides. Cela confirme la théorie de Curtis et conduit à penser que l'univers doit aussi être peuplé de galaxies. Edwin Hubble a observé 41 galaxies sur lesquelles 36 s'éloignent de nous, leur spectre est décalé vers le rouge, et 5 seulement se rapprochent. Il semble que les galaxies s'éloignent de nous. En fait, c'est l'espace lui-même qui se dilate, emportant les galaxies qui s'y trouvent. C'est ce que nous voyons dans cette illustration, qui est un petit modèle, toujours aussi simpliste, mais j'espère qu'il vous aidera à comprendre. Tout en haut,
une portion de l'univers à grand redshift. Il n'est pas encore trop dilaté. La taille de l'univers va croître du haut vers le bas. Le temps va également s'écouler du haut vers le bas. Par contre, le redshift, lui, évoluera en sens inverse. En bas, à z égale 0, c'est maintenant, et en haut, à z égale infini, c'est le Big Bang. Nous voyons maintenant notre petit morceau de l'univers un petit peu plus tard. Pour simplifier, nous n'avons pas fait évoluer la taille des galaxies, alors qu'elles peuvent croître en taille. Par contre, l'univers et sa structure, symbolisée par ces lignes et ces colonnes, a considérablement augmenté de taille. La même chose a pu se reproduire dans la phase 3, puis dans la phase 4. Ce qu'il faut comprendre ici est que les galaxies ne se déplacent pas énormément dans l'espace-temps. C'est l'univers tout entier qui a grandi et qui emporte les galaxies avec lui. Un peu comme des petits points tracés sur un ballon de football que l'on gonfle. En cosmologie, ce paramètre h0 porte le nom de constante Hubble. Pour exprimer que la vitesse d'éloignement d'une galaxie, que l'on appelle v, est reliée à la distance d par le facteur h0, la loi de Hubble s'écrit v est égal à h0d, où v est la vitesse en km par seconde, d est la distance en millions de parsecs, mégaparsecs. La valeur de h0 s'exprime donc en km par seconde par mégaparsec. Et 1 mégaparsec vaut 3,26 10 puissance 6 années-lumière, c'est-à-dire environ 3 10 puissance 19 km. Nous avons vu que les galaxies fuient d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. La valeur de h0, sans cesse révisée au fur et à mesure de l'évolution des techniques d'observation, vaut environ h0 égale 70 km par seconde par mégaparsec aujourd'hui. C'est la valeur que nous estimons. Ce qui veut dire que la vitesse d'éloignement d'une galaxie augmente de 70 km par seconde lorsque sa distance augmente de 1 mégaparsec, c'est-à-dire 3,26 millions d'années-lumière. Ou encore qu'une galaxie située à 100 mégaparsecs, donc 326 millions d'années-lumière, s'éloigne de nous à une vitesse de 70 fois 100 égale 7000 km par seconde. De la valeur de la constante cosmologique h0, on peut déduire l'âge de l'univers. C'est l'inverse de h0 qui a les dimensions d'un temps. Ici, d est égal à vt, où la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps, ce qui évidemment nous donne v est égal à d sur t, et en utilisant ce que nous avons vu avant, v égale h0d, et en combinant les deux, nous pouvons déduire que d sur t est égal à h0d. Et nous trouvons que 1 sur t est égal à h0. Donc effectivement, l'âge de l'univers est l'inverse de la constante cosmologique. Une petite application numérique avec h0 égale 70 nous donne un âge de l'univers égal à 13,98 milliards d'années, 13,98 gigayears. Ce petit diagramme va nous permettre d'illustrer la méthode. Nous avons sur l'axe vertical la vitesse en km par seconde. Sur l'axe horizontal, la distance en mégaparsec. Les petits points verts sont des mesures de galaxies. Et nous avons trois hypothèses ici, h0 égale 50 en bleu, h0 égale 67 en vert et h0 égale 100 en rouge. Une méthode mathématique nous donnerait un résultat plus précis, mais nous pouvons voir ici que h0 égale 67 km par seconde par mégaparsec est la meilleure hypothèse. Ce qui veut dire donc par exemple que si nous avons une galaxie à 120 mégaparsecs, la vitesse avec laquelle nous l'observerions est de l'ordre de 8200 km par seconde environ. Nous allons maintenant étudier les méthodes d'identification des galaxies à grand redshift. Il y en a trois principalement. Je vais vous présenter trois méthodes utilisées en astrophysique. La méthode de la discontinuité de Lyman, la détection de la raie Lyman alpha, et enfin la couleur infrarouge des galaxies. Les galaxies qui forment des étoiles sont très lumineuses en UV. Elles possèdent un spectre dit bleu. Mais les radiations avec une longueur d'onde inférieure à la discontinuité de Lyman, à 91,2 nanomètres, peuvent difficilement s'échapper des galaxies. En effet, ces radiations sont très rapidement absorbées par le gaz d'hydrogène qui est très abondant. Lorsqu'un atome d'hydrogène est heurté par un tel photon, il perd son électron et devient ionisé.
De ce phénomène, il résulte que le spectre des galaxies montre une discontinuité marquée en dessous de cette discontinuité de Lyman. En plus de ce phénomène interne aux galaxies, le milieu intergalactique entre les galaxies va également absorber le peu de photons qui sortent des galaxies et va donc amplifier l'amplitude de la discontinuité. L'essentiel de la discontinuité est créé dans la galaxie elle-même. La longueur d'onde observée est donc redshiftée à lambda observé égale 91.2 multiplié par 1 plus z en nanomètres, où lambda est la longueur d'onde. De cette longueur d'onde observée et de la longueur d'onde au repos, nous pouvons estimer le redshift z. Z est égal à lambda observé moins lambda émis divisé par lambda émis. Par exemple, dans le modèle de galaxie à droite, qui se trouve à z égale 3, cette galaxie montre une discontinuité vers 360 nanomètres, et la formule nous donne donc z égale 360 moins 91.2, divisé par 91.2, ce qui est égal à 2.95, qui est très proche de z égale 3. Et dans les images en bas, nous voyons effectivement que la galaxie est visible dans les bandes I, V et B, mais qu'elle disparaît dans la bande U en dessous de la discontinuité de Lyman. La seconde méthode est la détection de l'arrêt Lyman alpha. Nous avons ici un exemple tiré de l'article de Sobral et al. 2015. Le spectre 2D en haut, observé avec les spectrographes Keck Demos et X-Shooter sur le VLT, ont permis de détecter l'arrêt Lyman alpha dont le profil dissymétrique est très caractéristique. Nous la voyons ici à sa longueur d'onde de repos, environ 1216 angstroms. Connaissant la longueur d'onde au repos de l'arrêt Lyman alpha, 121.6 nanomètres donc, la même formule que précédemment nous donne le redshift. Pour les galaxies poussiéreuses, une méthode encore plus avantageuse peut être utilisée. Le spectre infrarouge de ces galaxies est décalé vers le rouge. Sur la figure ici, Z égale 1 en jaune, Z égale 2,5 en orange, Z égale 4 en rouge, Z égale 6 en magenta, Z égale 10 en violet et Z égale 15 en bleu. Et on note que le flux dans les bandes grisées, en submillimétrique, ne décroît plus lorsque le redshift augmente, et ce flux augmente même légèrement. Les galaxies distantes sont aussi lumineuses, voire plus lumineuses que des galaxies proches, ce qui est effectivement très avantageux. C'est fini pour aujourd'hui, merci pour votre attention.